Bienvenue dans cette nouvelle partie. L'entretien continue. Bon visionnage. Finalement, le diagnostic, il a une fonction au fond industrielle, comme les tests. C'est-à-dire que dans une médecine du grand nombre, c'est vrai que si tu es psychiatre et que tu bosses en hôpital aujourd'hui en France, et que du coup, de toute façon, tu dois recevoir des centaines de gens et que tu as un quart d'heure à leur accorder, et qu'ensuite, il va falloir définir hyper rapidement un protocole, parce que, voilà, et que tu sais que certaines de ces personnes, sinon, vont se foutre en l'air, ou... c'est bien quand même d'avoir des outils qui te permettent de faire un peu mieux qu'au doigt mouillé en un quart d'heure. Notre invité précédent, qui te connaît et à qui j'ai offert ton livre, mais qui ne l'a pas encore lu de son propre aveu, avait une question à te poser. Et donc je te laisse regarder un petit bout de vidéo où il essaye de formuler une question. Et après, je te laisse répondre à cette question. Ce sera ma dernière question. Et ensuite, je laisserai la main à Gaëtan. Ok. Je vais bientôt recevoir Carlos Tinoco pour une interview qui portera le même titre, mais qui posera cette même question à propos des surdoués. Est-ce que tu aurais une question à lui poser? Ok. Il y a une question que je me pose. Est-ce que le fait d'être surdoué amène... est-ce que ça devrait être un diagnostic? Je m'explique, c'est que souvent les gens qui vont être surdoués HPI, ils vont dire j'ai été diagnostiqué, ce qui est pas vrai puisque c'est un diagnostic, c'est un acte médical, donc tu es obligé de passer par un médecin, donc un psychiatre. Donc c'est pas un diagnostic en soi, c'est une information. C'est une information sur ta vitesse de traitement ou enfin tu vois, sur la manière dont ton cerveau fonctionne. Et souvent, je lis que des personnes ont des difficultés, sont comme ci, sont comme ça. Et je me pose la question, mais est-ce que c'est parce qu'ils sont surdoués ou est-ce que c'est parce qu'il y a quelque chose, qu'ils ont quelque chose d'autre en fait donc, du coup, j'en arrive à me dire que peut-être que la personne, que des groupes de gens comme ça surdoués se disent, oui, on est hypersensible ou on est comme ci, comme ça parce qu'on est surdoué, ou alors c'est juste qu'ils sont quelque chose et en plus ils ont un potentiel intellectuel. Donc j'en arrive à me poser la question, est-ce qu'il y aurait nécessité, est-ce qu'il y a un vrai diagnostic, ce qui impliquerait que les caractéristiques des surdoués soient connues, partagées et acceptées par la communauté scientifique, d'accord ? Ou alors, le surdoué n'est pas un diagnostic et n'est pas une réalité, en fait. C'est une réalité par rapport au fonctionnement, la rapidité du fonctionnement, la manière de, tu vois, mais que tout ce qui est à côté, qui pourrait être des comorbidités ou des spécificités, c'est lié à autre chose. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, est-ce que les inconvénients qu'on associe à l'HPI sont pas liés à autre chose que la personne ignore chez elle, comme un TDAH ou un TSA ou quelque chose d'autre, tu vois. Une question. Ok. On est reparti pour un moment. Mais ce que ça soulève, au-delà de la question de la douance, ce que ça soulève, c'est la question du diagnostic. Étant donné la complexité de la psyché, qu'est-ce qu'on appelle un diagnostic ? Y compris qu'est-ce qu'on appelle la communauté scientifique. La démarche qui, depuis quelques décennies, semble être finalement au regard des critères de la science la plus rigoureuse pour établir la liste des syndromes et les protocoles, etc., c'est la démarche de l'Association de psychiatrie américaine qui a donné lieu au DSM, qui est le catalogue des syndromes et des protocoles. C'est une démarche qui est née dans un premier temps aussi, mais c'était très légitime, comme une machine de guerre contre la psychanalyse.
contre une psychanalyse dont je pense que ça valait le coup effectivement qu'il y ait aussi une machine de guerre contre elle, même si les choses sont toujours plus complexes. Mais bien sûr qu'il y a un livre noir à écrire de la psychanalyse. Enfin, il y a aussi un livre noir à écrire de la psychiatrie, des TCC et d'absolument toutes les pratiques humaines. Donc, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les écrire. Je veux dire que soyons pas dupes. Et que dans les querelles de chapelle qu'il y a, soyons pas dupes des enjeux de pouvoir et des enjeux narcissiques et des enjeux de gros sous et de voilà. Mais donc l'idée c'était que finalement la psychanalyse qui était assez dominante y compris aux États-Unis dans les années 30, 40, 50, avec ce qu'elle avait développé de théorie du psychisme, de ce qu'on appelle une métapsychologie, semblait fournir une sorte de clé d'explication à absolument tous les phénomènes psychiques qui permettait, grosso modo, de mettre les individus dans des cases, de toujours corroborer la théorie, parce que finalement, quand on veut faire rentrer le réel dans une théorie, il n'y a même pas besoin de tant de forçage que ça pour que ça marche. Et donc, il y a un certain nombre de jeunes psys qui trouvent ça insupportable, parce qu'avec tous les effets délétères qu'on peut imaginer, enfin, des pontes qui péroraient et qui, au fond, étaient complètement prisonniers de leur propre idéologie et matinaient ça de sciences psychanalytiques, bon, on se sont dit, bon, non, on va faire les choses autrement. Et donc, on va commencer par arrêter totalement de se poser qu'en philosophie on appelle des questions étiologiques, c'est-à-dire des questions sur les causes. On va arrêter de se demander pourquoi, quels sont les mécanismes qui produiraient tel ou tel symptôme chez tel individu. Non, on va se contenter de compter. On va compter des symptômes, et comme on est l'association de psychiatrie américaine et qu'on regroupe des milliers de praticiens et que ces milliers de praticiens reçoivent à leur tour des centaines de milliers de gens, on va avoir un échantillon quand même suffisant pour compter. Donc on va compter des symptômes et surtout on va compter des associations de symptômes. Chaque personne qui va venir nous voir, on va lui demander ses symptômes et on va les mettre sur une feuille. Et si on fait ça, au bout d'un moment, on va voir que certains symptômes sont couramment associés. S'il y a une récurrence statistique suffisante d'une association de 2, 3, 4 ou 5 symptômes, on va les regrouper et on va donner un nom. On va appeler ça un syndrome, et ce sera notre objet théorique. Une fois qu'on aura cet objet théorique, on va essayer des protocoles médicamenteux, mais pas seulement. On va essayer. Pareil, comme on a des centaines de milliers de gens, enfin, ou en tout cas des milliers de gens qui ont des cohortes assez importantes de gens qui présentent le syndrome en question, à force d'essayer, on va bien en trouver qui marchent mieux que d'autres. Et une fois qu'on aura trouvé les protocoles qui marchent, on aura la confirmation en plus que voilà, on a bien un objet théorique stable. C'est sur un plan conceptuel et scientifique, c'est assez irréprochable. Il n'y a pas sans doute de moins mauvaise méthode pour faire ça. Je dis bien de moins mauvaise méthode. Parce qu'évidemment, les biais sont multiples là-dedans. Ça veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Ça veut dire que le faire et se taper sur le torse en disant voilà, la communauté scientifique a donc prouvé qu'il y avait bien ce syndrome machin et que ça marche. Bon. Déjà, qu'est-ce qu'on décide d'appeler symptôme? Il y a une époque où l'homosexualité, c'était un symptôme. Hein. C'est considéré comme un symptôme. Une époque où une activité masturbatoire fréquente était considérée comme un symptôme. Enfin, voilà, c'est quoi un symptôme? C'est la seule manière qu'on a. Il y a deux manières de. Si on ne fait pas d'étiologie, si on ne recherche pas les causes, il n'y a que deux manières de repérer un symptôme. Il y a ce qui s'écarte du fonctionnement normal, ce qui suppose que la norme est saine, ce qui, en matière d'étude de la psyché, ne va pas du tout de soi. Enfin, inutile de rappeler tout ce que ça convoque là, notamment dans la question de la douance. Enfin, bon. Tout ce qui est en train d'être ébranlé aujourd'hui, justement, aussi bien. Voilà. Donc, il y a cette première manière, voilà, tout ce qui est ou tout ce qui est jugé suffisamment insupportable par l'individu lui-même ou par son entourage pour que ça soit baptisé symptôme. Mais là encore,
est-ce qu'on n'est pas de nouveau finalement en train de retomber sur la norme? Parce que pourquoi c'est jugé insupportable? Est-ce que c'est parce que ça le met en décalage avec la norme? Est-ce que, enfin voilà, c'est le symptôme de quoi là? Le cadre qui se suicide dans son entreprise, il est le symptôme, son suicide, c'est le symptôme de sa propre névrose ou c'est le symptôme du dysfonctionnement général de l'entreprise et de la société à laquelle il appartient? Sans doute des deux, mais dès qu'on entre dans ce truc-là, on voit bien à quel point même la notion de symptôme, elle se fragilise. Enfin, c'est... Bon. Et puis, passons au protocole. On décide donc qu'on va compter ce qui marche. Mais qu'est-ce qu'on appelle marcher? C'est-à-dire, est-ce que ça veut dire que le symptôme ne va plus être apparent? Pendant combien de temps d'ailleurs? À quel moment on mesure pour compter? Parce que une méthode qui permet par exemple de super bien arrêter de fumer, c'est une méthode qui garantit que la personne ne fumera plus jamais. Si en fait, si elle fume plus juste dans les 3 mois qui suivent, mais qu'en fait on interroge ensuite et qu'on voit que 5 ans après ils se sont tous remis à fumer, je suis pas sûr qu'elle marche tant que ça. Ou si d'ailleurs les gens ne fument plus mais ont déplacé le problème sur un autre truc, donc c'est quoi marcher? Y compris d'ailleurs, marcher, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il y a une autre manière de marcher. Enfin, c'est-à-dire que, par exemple, si dans ta maison, il y a un problème de plomberie, et que j'arrive, il y a une fuite, et que j'arrive avec un bulldozer et que je rase la maison, il n'y a plus de fuite. Mon protocole a marché. Bon. Il y a un certain nombre de psychotropes qui fonctionnent comme ça. C'est-à-dire que, ouais, il n'y a plus de symptômes. Oui, c'est sûr, il n'y a plus de symptômes. Ouais. Bon. Non, mais même en tenant compte de ces réserves, le DSM, il est amendé tous les quelques années à peu près, en fonction des nouvelles études. Et sachant quand même que ça concerne des cohortes importantes, des cohortes statistiquement significatives. Hein. C'est pas un bricolage, hein. C'est quand même... Mais évidemment, d'une décennie à l'autre, en fonction aussi de l'évolution des mentalités, c'est pas les mêmes choses qu'on compte comme symptômes. Donc, bon. Et en fait, d'une version du DSM à l'autre, il y a à peu près un tiers des notions qui disparaissent, un tiers des syndromes qui disparaissent, un tiers qui apparaît, et le restant qui change de définition. C'est-à-dire que le degré d'instabilité de ces notions, et donc le degré de consensus de la communauté scientifique, est pathétique au regard, par exemple, de ce qui se fait en physique théorique. Enfin, je veux dire, on étudie la mécanique classique et les lois du mouvement, ça change pas tous les 10 ans. Hein. Enfin, c'est solide quand même. Hein. La conservation de l'énergie cinétique, la conservation de la quantité de mouvement, la seconde loi de la thermodynamique, tout ça, enfin, c'est solide. La théorie de la relativité aussi, c'est solide. Je ne dis pas que ce ne sera pas inséré à un moment ou à un autre dans une théorie plus globale mais c'est très solide. Les concepts de la communauté scientifique en matière d'approche de la psyché, ils sont d'une fragilité ahurissante. Donc, voilà, cette sorte de fétiche qui est le diagnostic de la communauté, de l'accord de la communauté scientifique. Mais de quoi on parle exactement? On ne parle pas de rien. Je ne suis pas en train de dire que du coup ça vaut rien. C'est juste que essayons de mesurer exactement ce que ça vaut, ce que ça dit et ce que ça ne dit pas. Et si on le mesure de manière prudente et rigoureuse, ça dit infiniment moins que ce qu'on croit en général que ça dit et que ce que l'institution lui fait dire. Parce que, voilà, c'est pas comme si la plupart des psychiatres étaient férus d'épistémologie et avaient un recul par rapport à leur propre grille conceptuelle. Psychiatres, psychanalystes, psychothérapeutes, mais y compris donc les psychiatres, ceux qui s'adossent sur le consensus de la communauté scientifique. C'est pas non plus d'ailleurs comme si les scientifiques qui mettent en place des protocoles et qui lancent des nouvelles idées travaillaient eux sur un objet neutre. Au passage, en général, ils travaillent sur un objet, l'être humain, qui les concerne de près, et ils ont leur propre biais, et ce n'est pas comme si l'expérience de laboratoire était telle que du coup, on est sûr que le biais est éliminé. Il y a un truc qui s'est passé dans l'histoire de la physique récente,
qui ne pouvait se passer quasiment qu'en physique. C'est ce qui s'est passé autour de la discussion sur le principe d'indétermination d'Heisenberg. C'est un truc énorme, le principe d'indétermination d'Heisenberg. C'est tout d'un coup, quelques physiciens quantiques, l'école de Copenhague, Niels Bohr, etc., et Heisenberg, suggèrent l'idée que, et étayée quand même par pas mal de leurs travaux, qu'à l'échelle quantique, il se produirait des phénomènes qui n'ont aucune cause locale. Je ne sais pas si enfin, tu connais un peu, ou enfin, ce que ça signifie, c'est vertigineux. Non, pas du tout, je t'écoute, mais non, je savais pas. La théorie, c'est que si tu prends un matériau radioactif, le principe d'un matériau radioactif, c'est que régulièrement, les atomes sont instables et que donc régulièrement, il y a un atome qui va se désintégrer. Se désintégrer, c'est-à-dire qu'il va lâcher ses particules élémentaires. En plus, on peut mesurer l'instabilité de l'atome, non pas l'instabilité de cet atome-là, mais l'instabilité générale de ce type d'atome. Et donc on peut avoir une loi de probabilité qui va nous dire exactement, en tel intervalle de temps, quelle est la proportion d'atomes qui vont se désintégrer. Et ça marche. Mais là où l'utilisation de l'outil statistique et de l'outil de fréquence n'est pas du tout la même que celle qu'on fait habituellement, c'est que par exemple, quand on fait des stats sur les accidents de la route, tu vois, où on dit, sur l'ensemble des conducteurs français, vraisemblablement, il y aura l'année prochaine tant de tués à peu près et tant de blessés. Et que effectivement, ça marche. Ça ne veut pas dire qu'on pense que c'est du hasard et que c'est vraiment du pur hasard. On sait très bien que chaque accident a des causes locales. Que celui-là, il s'est tué parce qu'il était bourré ce jour-là, que celui-là, il s'est tué parce qu'il y a eu un problème mécanique dans sa bagnole, que celui-là, il s'est tué parce que ça. C'est pas du hasard. En fait, c'est juste que les chaînes causales sont tellement complexes que seul un Dieu omniscient pourrait donner le chiffre exact et dire, voilà, celui-là va se tuer, celui-là va se tuer, et donc ça donnera 1723 à tuer, chacun pour les raisons... Bon. Les chaînes causales sont trop complexes, donc on fait des stats. Mais il y a évidemment des causes locales. C'est pas aléatoire le fait que celui-là s'est tué et pas celui-là. La théorie énoncée par l'école de Copenhague et par Heisenberg, c'est que à l'échelle de l'atome, il n'y aurait strictement aucun facteur déclenchant qui fasse que ce soit cet atome et pas son copain d'à côté qui se désintègre. Aucune cause locale. Ce qui est une idée vertigineuse. C'est-à-dire qu'à la fois, ce serait que du coup, le déclenchement est totalement aléatoire, et en même temps, il y a un ordre, puisque la fréquence est anticipable. C'est-à-dire que c'est un hasard ordonné, une espèce d'idée complètement folle. Un esprit aussi audacieux que celui d'Einstein a résisté de toutes ses forces à cette idée, et avec lui une bonne partie de la communauté des physiciens. C'est là qu'Einstein a prononcé sa fameuse phrase « Dieu ne joue pas au dé ». C'était pas possible. Il fallait quand même des causes locales. Ce qu'il a appelé des variables cachées. Donc il y a eu l'hypothèse des variables cachées, et le débat a fait rage pendant quelques années. Il a vraiment fait rage. C'était un principe fondamental de la théorie physique et même de notre perception de la réalité qui s'y jouait. C'était pas un détail. Et on comprend très bien pourquoi, intuitivement, quand même, la plupart des physiciens avaient tendance à donner raison à Einstein. C'est que si on commence à admettre qu'il y a des phénomènes aléatoires dans la structure la plus élémentaire de la matière, c'est très déroutant. Est-ce qu'on peut d'ailleurs faire de la science de l'aléatoire? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire enfin, bon, c'est beaucoup plus économique, beaucoup plus intuitif, beaucoup plus en accord avec tout ce qu'on a envie de se raconter, la vision d'Einstein. Or, il se trouve qu'un faisceau d'expériences de laboratoire très concluante a fait basculer l'écrasante majorité, mais la quasi-totalité des physiciens depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, en faveur de l'hypothèse d'Heisenberg. C'est-à-dire que même s'ils n'avaient pas envie d'y croire, ils ont été obligés de se dire « Ok, d'accord. Bon, ok, on s'incline. » Même en biologie, il n'y a pas ça. Parce que même en biologie, pourtant il y a des protocoles expérimentaux très sérieux, mais même en biologie, la complexité des objets qu'on étudie, et donc le nombre de variables qui peuvent perturber l'expérience et qu'il faut négliger, mais dont on sait que finalement on n'est pas sûr d'avoir raison de les négliger, font que, au fond, celui qui veut continuer à croire à un truc peut quand même passablement continuer à le soutenir, tout en étant très rationnel. Bon.
c'est pas tout à fait, enfin, voilà, c'est pas du tout au même degré. Le consensus biologique est pas du tout le même que. Alors, dans les sciences humaines, mais on passe à un tout autre truc. Il faut quand même bien se rendre compte du fait que, malgré tout, c'est évident que on peut rester accroché à son hypothèse fondamentale malgré quand même énormément de soi-disant démentis, et que d'ailleurs il y a régulièrement des études qui viennent dire le contraire de l'étude précédente. Alors, ça signifie pas qu'on a tort de faire des études, ça signifie pas qu'on a tort de faire des expériences. Cela dit, si on veut pas que expérience soit un terme magique qu'on emploie comme un fétiche. Ah, j'ai fait une expérience. Donc, et puis ça a été publié dans une grande revue scientifique. Donc, bah ça y est, c'est sûr, c'est vrai. Si on veut pas que ça fonctionne comme de la magie, il faut un minimum apercevoir exactement qu'est-ce qu'on appelle là expérience. Qu'est-ce qu'on appelle interprétation de l'expérience en l'occurrence, et quelles lacunes, quelles possibilités alternatives ça laisse. C'est en fait énormément. Donc, diagnostic, ouais, sans doute. Ça a une utilité pratique à certains moments de faire du diagnostic. Encore que moi, comme psychanalyste, j'en fais jamais. Mais je ne dis pas. Finalement, le diagnostic, il a une fonction au fond industrielle, comme les tests. C'est-à-dire que dans une médecine du grand nombre, c'est vrai que si tu es psychiatre et que tu bosses en hôpital aujourd'hui en France, et que du coup, de toute façon, tu dois recevoir des centaines de gens et que tu as un quart d'heure à leur accorder, et qu'ensuite il va falloir définir hyper rapidement un protocole parce que voilà, et que tu sais que certaines de ces personnes sinon vont se foutre en l'air ou bon. C'est bien quand même d'avoir des outils qui te permettent de faire un peu mieux qu'au doigt mouillé en un quart d'heure, tu vois, et de pouvoir te dire celui-là vraisemblablement ça a du sens de lui coller cette étiquette, et faute de mieux parce que de toute façon j'ai pas les moyens de faire autre chose, au moins je vais lui filer un truc dont ça va marcher à peu près pour ce que ça vaut l'idée que ça va marcher. Voilà. Il y a quelque chose qui marchera, peut-être. Bon. Et en tout cas, il y a plus de chances que quelque chose marche en lui filant cette molécule parce que, statistiquement, oui, dans cette conception industrielle du traitement de la souffrance psychique, ça a du sens. Bon, après, on peut questionner, au niveau de la société dans son ensemble, ce que ça signifie d'accueillir la souffrance psychique de cette manière-là, le prix qu'on y paye, et voilà, et l'ensemble de ce qui s'y joue, l'ensemble des effets iatrogènes, c'est-à-dire qui finalement rendent plus malade ou creusent la souffrance. Voilà. Disons que, à titre personnel, même si je reconnais que ces pratiques-là ont aussi des rôles sociaux extrêmement importants, et pour certains très légitimes, à côté de rôles sociaux catastrophiques, en tout cas à titre personnel, l'endroit où j'ai choisi de me mettre, c'est un endroit où je considère que je ne suis pas thérapeute, et où en fait jamais je ne pose un diagnostic. Parce qu'étant donné la complexité de la psyché, vraisemblablement en plus, toutes les potentialités existent en nous. Il y a des potentialités psychotiques, autistes, surdoués, névrotiques, obsessionnels, quel que soit les concepts qu'on prend, que ce soit ceux de la psychanalyse ou ceux de n'importe quelle école de psychologie, finalement. Bon. Et que tout va se jouer dans la drôle de dynamique qui, sur la durée, dans la complexion d'un individu, fait interagir tout ça, et au fond, ça sert pas à grand chose quand on est dans ce type de travail de poser une étiquette. Je reçois pas des surdoués. Et je reçois évidemment des gens qui, parce qu'ils sont fortement souvent concernés par cette drôle de question, par cet écart, ont besoin aussi d'un moment où ils y travaillent, mais en général, au fond, exactement comme le plan de ce que tu avais prévu, finalement, c'est un premier temps, mais qui ne résout rien, qui permet juste de se dire « Ah, c'est peut-être pas que je suis fou », mais finalement, très vite, si on veut qu'il y ait quelque chose qui se passe, y compris pratiquement, si on veut qu'il y ait déploiement de la névrose, comme je disais tout à l'heure, que quelque chose comme un style, comme une personnalité s'exprime, se libère, c'est pas par des protocoles figés d'avance, c'est s'explorer un chemin dans lequel moi je décide rien. Je suis juste éventuellement je suis peut-être, quand j'ai de la chance, quand j'arrive à être analyste, je suis celui qui permet d'offrir à l'autre un dispositif dans lequel il va pouvoir creuser ses questions et forger des réponses qui sont les siennes, et avancer et inventer. Bon. Voilà.
Eh ben, merci pour ce retour. Franchement, voilà, on a flirté pendant tout le long entre deux eaux avec des idées magnifiques, mais qui s'écroulent sous nos pas tout en rebondissant sur une autre qui s'écroule à son tour et ainsi de suite. Merci beaucoup pour cet échange riche, arborescent, on pourrait dire. Je vais tout de suite passer la parole à Gaëtan qui va nous livrer son point de vue subjectif. Je vais juste commencer par une dernière question. Alors, c'est moi qui m'y colle. J'espère que je ne vais pas transformer son propos. De Morgan, 48 ans, et il fait référence à quelque chose que tu as écrit dans ton livre. Donc déjà, il te remercie d'avoir partagé ta pensée dans les livres et les vidéos. Et il nous indique, dans votre dernier livre, vous postulez la présence dans chaque individu de deux types de fonctionnement, les typiques et les atypiques, tout en faisant état d'une nette distinction observée par la clinique entre les individus à fonctionnement typique et ceux à fonctionnement atypique, en reliant ce dernier point au comportement des attracteurs mathématiques. Cependant, vous n'évoquez pas la proportion observée dans cette population pour chacune des polarités dominantes, typique-atypique. Et pour lui, donc il évoque sa pratique, après avoir rencontré en réel une cinquantaine de surdoués, entre guillemets, je n'ai observé cette nette distinction qu'une seule fois. Donc sa question, quelles sont les proportions observées par la clinique entre les individus polarisés sur un fonctionnement typique et ceux polarisés sur un fonctionnement atypique? Et il continue en disant, logique, en arborescence, peut-on corréler THQI et ou Asperger avec un fonctionnement à très forte polarité atypique? C'est précis. C'est très précis et je vais forcément devoir un peu botter en touche dans la mesure où la manière dont on conduit notre réflexion ne nous permet pas de nous appuyer sur des études statistiques parce que donc ce serait un des éléments. Effectivement, ce qui serait intéressant, c'est qu'au bout d'un moment, quelqu'un se saisisse de nos hypothèses pour envisager comment on pourrait les corroborer statistiquement. Ce qui est quand même extrêmement complexe toujours. Hein. Enfin, ça va pas de soi. Des hypothèses aussi fondamentales, c'est pas du tout évident de fabriquer un outil qui permette de les corroborer statistiquement. Mais ce qui est vrai dans toutes les sciences humaines, hein, il y a un grand débat épistémologique actuellement en anthropologie pour savoir si la prédominance de l'outil statistique dans les institutions de recherche universitaires depuis 20 ans ne sont pas en train de tuer l'anthropologie. Parce que finalement, l'ethnographe qui arrive avec un questionnaire déjà tout prêt, il va obtenir des réponses qui vont lui permettre de se donner l'illusion qu'il a compris ce qui se passait, et qu'il l'a compris mieux que celui qui venait vivre pendant 10 ans avec la communauté, bouffer des fourmis avec eux et développer une sorte de savoir intuitif beaucoup plus fin de qui ils étaient. Bah c'est pas évident. Et c'est pas évident qu'il y ait moins de biais dans la démarche. Bien sûr qu'il y a des biais chez celui qui est allé vivre pendant 10 ans. C'est pas parce qu'il a vécu pendant 10 ans que sa parole est objective. Évidemment non. Mais croire qu'il va y avoir moins de biais juste parce qu'on va faire des stats, c'est très naïf épistémologiquement parlant. Donc, bon, on n'a pas eu les moyens de le mener, on se les est pas donné non plus. Ça m'intéresse moyennement, moi, de m'y coller. Voilà. C'est pas inintéressant si quelqu'un s'y colle, mais voilà, donc voilà, humblement, je veux dire, non, on assume complètement la dimension spéculative. Et disons que le caractère heuristique de nos hypothèses tient pour l'instant à autre chose qu'à une vérification statistique. Quant à la question sur l'autisme et le THQI, là aussi je serais très prudent. De toute façon, on a d'emblée, et ça je pense que c'est important de le préciser, l'écart dont on a parlé, c'est pas l'écart qui sépare les surdoués tels qu'on les repère habituellement, plus de 130 des autres. Hein. C'est-à-dire que cette histoire des deux modalités qui fonctionneraient un peu comme des attracteurs mathématiques, c'est la manière la moins merdique qu'on a trouvée pour l'instant de faire tenir notre hypothèse, mais c'est pas plus que ça. Hein. C'est-à-dire que
Si ces deux modalités de construction de sens fonctionnent comme on l'a décrit, elles sont sans doute antagoniques et contradictoires. Enfin, ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas coexister. La psyché humaine, elle est fondamentalement contradictoire. Mais c'est juste que la coexistence n'est pas harmonieuse. Bon. Ce qui tendrait à expliquer pourquoi il y a quand même des gens qui n'arrivent absolument presque pas jamais à se connecter avec un mode de fonctionnement surdoué, d'autres qui n'arrivent absolument pas à se connecter à un mode de fonctionnement atypique, et que pour ceux qui alternent, qui sont quand même un très grand nombre, l'alternance est douloureuse ou conflictuelle ou problématique. C'est pas juste qu'ils switchent très facilement d'un mode à l'autre. Bon. Quant à la question de l'autisme, des autismes, parce que je pense qu'il y a des autismes différents, que je ne vais pas m'engager maintenant parce que sinon on en a vraiment pour la nuit, que la polémique autour de l'autisme, elle est souvent complètement consternante de tous les côtés, hein, et que voilà, pour aborder la chose sérieusement, je prétends pas du tout moi avoir le fin mot là-dessus, loin de là. Je prétends pas du tout savoir sur tout. Je prétends pas savoir grand-chose sur grand-chose justement, mais au moins je sais que je sais pas grand-chose. J'ai des idées sur l'autisme. Il y a des pistes qui me paraissent intéressantes sur certains autismes, etc. Ça vaudrait le coup de développer, mais voilà, là j'ai pas. Enfin, ce serait trop long quand même. Et d'ailleurs, au fond, on en a un peu parlé. Hein. On a parlé de l'autisme dans notre bouquin, même si on n'a pas posé le mot, mais il y a un écart, un des écarts. Enfin, celui où on parle de Dirac, c'est l'écart par rapport au langage, c'est clairement en creux. On parle de l'autisme de manière assez évidente, mais de manière en même temps ouverte. Il ne s'agit pas de... Enfin, voilà. Bon. Et le THQI, là encore, j'aurais des trucs à dire, mais non, là je cale aussi par fatigue. Ça fait quand même 5 heures qu'on est... Oui, tout à fait, c'est clair. Il propose, je vais juste finir pour sa question, ne serait-ce que parce qu'il a fait l'effort de la poser. Lui, il fait l'hypothèse qu'on peut peut-être trouver un marqueur signifiant dans l'intensité, l'inhibition sociale pour discerner douance et Asperger. Voilà, il finissait sa question là-dessus. Ouais. Alors, je vais m'en tirer par une pirouette et vraiment désolé, c'est à la fois un mélange de fatigue et de points d'où je discute. Enfin, la question, elle est tout à fait intéressante et pertinente. Hein. C'est pas du tout. Je vais m'en tirer par quelque chose qui est un peu une pirouette, mais qui est pas qu'une pirouette. C'est que je suis persuadé que dans la définition qu'on a donnée de la douance, évidemment que les gens qui sont concernés par cet écart, et plus ils sont concernés par cet écart, plus ils ont leur manière à eux de développer à certains endroits des stratégies autistiques. Voilà. Donc il y a bien une contiguïté entre l'autisme et la douance, même si ça n'exclut pas la possibilité, je parle bien de stratégie autistique, ça n'exclut évidemment pas la possibilité que certaines formes d'autisme n'aient rien à voir, et soient elles déterminées par des mécanismes génétiques ou autres. Enfin, bon, voilà. Très bien. Alors, j'en ai fini pour les questions. Maintenant, je vais me présenter à toi. Déjà, pour donner un peu la couleur du bonhomme, Mathieu, je l'ai rencontré dans du théâtre d'improvisation, parce que j'ai entendu parler des théâtres d'improvisation tout à l'heure. Je suis prof en fac depuis 23 ans dans à faire de l'audiovisuel, avec des étudiants qui sont en licence communication et en licence éducation. Et au niveau artistique, je fais aussi de la photographie en tant que professionnel. Voilà un petit peu pour la coloration du bonhomme. Et puis d'où je parle, m'a légèrement présenté tout à l'heure Mathieu en disant moi je suis depuis 1 an dans un parcours à, par mes lectures, revisiter mon passé finalement, ou revisiter ma façon d'être, en ayant enfin quelque chose qui me ressemble dans ce que je lis, et ce qui n'était pas arrivé malgré mon parcours de développement personnel avant. Les bons conseils qu'on me donnait en tant qu'il faut faire du yoga, se relaxer, méditer, c'était bien, mais je ne voyais pas ma couleur à l'intérieur des conseils. Et effectivement, quand on parle de douance ou de fonctionnement atypique, ce qui sans doute me plairait plus dans le terme, effectivement, ces sentiments de solitude que j'ai longtemps eus se dissipent en me rendant compte que c'est pas si exceptionnel que ça. En tout cas, je ne suis pas l'unique détenteur de ces mécanismes étranges de pensée foisonnante.
Donc voilà d'où je parle. Et l'idée pour aujourd'hui, c'est après avoir goûté cette longue interview avec Mathieu, bah, de donner mon regard de curieux qui a écouté tout ça, avec beaucoup moins de choses lues que Mathieu a pu faire, et avec toute la subjectivité que je peux avoir derrière. Déjà en remerciant beaucoup, bah, parce que j'ai vraiment eu plaisir à la densité, à la richesse de tout ce que j'ai entendu. C'est-à-dire que mon esprit a eu beaucoup à manger aujourd'hui, et sur un grand temps. Donc merci déjà pour cette générosité de temps que tu nous as donné, Carlos. C'est quand même assez exceptionnel. J'ai souvent tendance à dire, le temps, c'est le plus beau cadeau, c'est ce qui ne se rachète pas, c'est ce qui ne se... Voilà, le temps ne fait que passer. Évidemment, ça rappelle aussi parfois centre d'intérêt des atypiques, je vais dire. Et puis, d'un point de vue démonstration de la pensée en arborescence, Carlos, là aussi, je trouve qu'on a eu, dans ces entretiens, un vrai plaisir à voir cette pensée circuler. Donc j'ai essayé de faire une synthèse. Moi, ce que j'ai retenu ou ce que j'ai entendu par rapport à ce que vous avez pu vous dire aujourd'hui, déjà, c'était le côté qu'il n'y a pas de parole définitive. On est tellement singulier qu'il faut toujours garder un certain doute. Et j'ai entendu cette notion de doute à l'intérieur de beaucoup de propos. Ce sont des pistes, mais il faut garder ce doute. C'est justement peut-être une façon d'éviter les biais qui vont de toute façon s'insinuer dans la réflexion que l'on va avoir. Donc j'ai entendu cette partie-là. Je me posais la question, parce qu'à un moment donné, tu as évoqué le fait que la personne atypique a sans doute eu une spécialisation dans une de ses capacités sur un domaine durant l'enfance. Et je me disais, bah oui, effectivement, grâce à la plasticité forte d'un cerveau d'enfant, ça peut permettre peut-être de développer plus que d'autres certaines caractéristiques. Parfois peut-être de gré ou de force, parce que peut-être que ces caractéristiques, ça a été un goût, un plaisir de développer pour l'enfant. Peut-être aussi que c'était une façon de survivre par rapport à cet enfant, peut-être l'imaginaire pour s'échapper, par exemple. Et donc je me demandais quand même, est-ce que justement, si on se dit que tout ça, c'est quelque chose qui se construit durant l'enfance, est-ce que du coup, la transmission génétique, on la met de côté, ou c'est les deux ensemble, ou je me plante complètement quand j'évoque ça? Disons que si nos hypothèses sont justes, ou pas complètement déconnantes, il serait surprenant que la part génétique soit très significative dans ce qu'on est en train de dérouler. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'héritabilité, parce que entre les parents et les enfants, il y a énormément de choses qui se transmettent sans que ça passe par la génétique. Et qui se transmettent aussi, énormément de choses qui se transmettent sans que ça passe par la volonté consciente du parent de le transmettre. Enfin, voilà. Mais en effet, au sein de notre perspective, ce serait bizarre de considérer qu'il y a une part prépondérante de la génétique ou même une part très significative. Bon, voilà. Okay. Merci. Tu as évoqué aussi, et tu as évoqué ta carrière d'enseignant, et ma carrière d'enseignant, moi, me ramène à ces choses qu'on peut voir même parfois sur Internet, d'expérimentations qui ont été faites. Je pense à une expérience qui a été faite aux États-Unis où le prof voulait montrer à ses élèves à quel point, en donnant en fait 2 questionnaires différents à 2 parties de la classe, on pouvait créer une impuissance acquise, une impuissance apprise finalement, parce que les uns avaient des questions difficiles alors que les autres avaient des questions faciles, et la dernière question était identique, mais il y a une partie de la classe qui avait abandonné. Donc je pensais en fait moi-même à mon parcours, où à un certain moment, quand j'avais des enseignants qui distribuaient les copies dans l'ordre décroissant, donc il y avait ce côté, on t'étiquette à un moment donné avec quelqu'un de moyen, quelqu'un de bon, quelqu'un de nul. Et du coup, il y avait quand même cette notion d'inhibition qui pouvait se créer parce qu'on avait mis cette étiquette sur le front. Et je retrouvais dans tes propos justement le côté, on est là pour accompagner en tant qu'enseignant, plutôt que de justement étiqueter. Mais à quel point finalement l'enseignement tel qu'on l'a maintenant, c'est pas plutôt justement un cadrage hiérarchique? Justement, on parle de préparation à la vie aux entreprises, mais dans nos entreprises occidentales, c'est un cadrage hiérarchique. Donc est-ce qu'on est vraiment dans l'accompagnement, ou est-ce qu'on peut facilement être dans l'accompagnement lorsqu'on est enseignant? Ou est-ce que vraiment, finalement, on ne fait que de la reproduction hiérarchique de c'est comme ça que tu dois penser, c'est comme ça que tu dois faire, et effectivement, je te mets une étiquette en plus de toi, t'es le bon, toi, t'es le mauvais.
un des grands élans de ma démarche personnelle, là, vraiment, parce que justement, mes co-auteurs, c'est pas le cas, mais moi, j'ai été prof longtemps. Et finalement, ça a tourné très exactement autour de ce que tu dis. C'est-à-dire que j'ai passé mon enfance à me dire, mais pourquoi les autres font pas ce que je fais alors que c'est simple et qu'ils en auraient les moyens. Et si j'ai été prof, ça a été pour vérifier ce truc-là. Et effectivement, il m'a semblé, mais là encore, voilà, même si j'ai été prof longtemps, même si j'ai eu plein de classes, plein de groupes en reste de moi, des groupes à l'université, des classes en lycée, etc. Finalement, peut-être que je n'ai fait que mettre en scène ce que j'avais besoin de me raconter, mais quand même, il m'a semblé, plein de fois, que quand je parvenais, ce qui est arrivé quand même pas si rarement que ça, quand je parvenais à renverser complètement les règles du jeu et à établir avec un groupe un lien qui fasse tout d'un coup que les inhibitions habituelles sautent, que la peur du regard du prof, la peur du regard des autres et même l'interdit implicite à réfléchir saute, et que ils se mettent vraiment à avoir envie de s'amuser avec la philosophie, avec les hypothèses, avec que le jeu auquel je les conviais, ils aient envie de s'y engouffrer et qu'ils le fassent. Il m'est arrivé quand même plein de fois de voir mes élèves faire des trucs, et pas simplement un ou deux. Il y a toujours un ou deux élèves particulièrement brillants avec la... Non, de voir tout d'un coup le groupe entier se mettre à réfléchir d'une manière, avec une finesse, et des trucs où je me disais, mais si là, il y avait, comme petite souris dans la salle de classe, un inspecteur ou un expert en sciences de l'éducation, ou un il en reviendrait pas de ce qui est en train de se produire. Donc j'étais moi-même quand même scotché par quelque chose que pourtant j'avais anticipé, qui était que à quel point l'intelligence, quand elle se libère, ça se voit. Enfin, il se passe des trucs et c'est aussi ça qui m'a fait me dire, ok, c'est pas juste. D'ailleurs même, tu sais, je suis devenu prof à la fois pour vérifier ça et aussi, je l'ai formulé une fois à Sandrine Janala, avec laquelle j'écris, mais avec laquelle je vis. Une fois, ça m'est venu, on était fin août, et je me souviens très bien d'ailleurs du moment, du lieu. J'ai dit, voilà, je crois que je sais pourquoi je suis prof depuis toutes ces années. Je dis, en fait, je suis prof parce que c'est le lieu qui me permet de vérifier que c'est bien le monde qui est fou, c'est pas moi. Pourquoi je disais ça? Parce que, en fait, tu vois, chaque année, notamment en lycée, c'est un peu le pire lieu pour moi, enfin, je m'étais tellement emmerdé comme lycéen. J'arrivais chaque année, et dès le premier cours, je dynamitais totalement l'institution, mais totalement, sans prendre aucun gant. Enfin, je leur tenais vraiment les mots, les paroles que j'aurais tellement voulu recevoir à 17 ans. L'envie de les rencontrer, l'envie de les inviter à un truc qui était pour moi essentiel, la philo, mais aussi du coup leur liberté de refuser cette invitation, qu'ils avaient le droit de pas m'apprécier ou de pas avoir envie de faire de la philo, et que c'était pas grave, et que c'était à la fois infiniment grave et pas grave. Je veux dire que la philo, c'est comme toutes les choses essentielles, c'est fantastique et on peut très bien vivre sans. Enfin, et découvrir d'autres choses fantastiques. Enfin, mais que voilà, comme pour moi, c'était un terrain de jeu fabuleux et que c'était un truc qui m'aidait à vivre et à mourir. J'avais envie de les emmener là, puis j'avais aussi envie de faire leur connaissance, de savoir qui ils étaient. Enfin, bref. Et ce qui du coup impliquait aussi de leur dire, mais de manière très claire, que ce qu'on allait essayer de faire en cours, c'était tout à fait autre chose que ce qu'ils connaissaient, parce que les cours habituels sont un simulacre, et que finalement, soit j'arrivais à les passionner, j'y arriverais peut-être pas, j'étais pas magicien, mais que soit j'arrivais à les passionner, et là, enfin, je pourrais leur transmettre un truc, mais que sinon, on ferait semblant, et que donc, ça ne pouvait se passer que là, qu'on essaierait de se rencontrer, puis si on se rencontre pas, mais qu'on n'appelle pas ça un cours. Bon, bref, quand je leur disais ça, c'était marrant de constater que, bon, il y avait toujours effectivement les 2 ou 3 élèves dont je voyais que dès que j'avais commencé à présenter ça, je le présentais toujours différemment, mais globalement c'est ça, je voyais 2 ou 3 élèves dont clairement les yeux exorbitaient parce qu'ils attendaient ça depuis toujours.
Enfin, une espèce de truc, je lisais dans leurs yeux un truc de putain, enfin, il y en a un qui le dit, quoi. Oh merde, j'avais raison d'y croire, il y en a un qui le dit. En plus, c'est un adulte, c'est un prof. Enfin, une espèce de soulagement. Bon. Mais le plus important, c'était pas ça. C'est-à-dire, même si ça, c'était très apaisant parce qu'au fond, je parlais à l'adolescent que j'avais été et en leur donnant ce que j'avais pas reçu sous cette forme-là, je me le donnais à moi-même. Donc, Une réparation. c'était chouette voilà, évidemment. Mais ce qui était encore plus réparateur, c'était de voir que les 28 autres, malgré tout, eux aussi, quand même, ils écarquillaient les yeux. Et eux aussi, quand je réussissais à le transmettre, ils s'engouffraient là-dedans. J'avais vraiment l'impression d'avoir ouvert une fenêtre et de créer un appel d'air. Et que tout d'un coup, voilà, enfin, ça respire. Et c'est cette expérience renouvelée un certain nombre de fois, enfin vraiment année après année, qui m'a fait me dire, ok, d'accord, tout le monde est en apnée. C'est pas les surdoués qui sont en apnée, tout le monde est en apnée. Simplement, il y a ceux qui ont appris à s'en accommoder et ceux qui vraiment le supportent pas. Mais en fait, les autres aussi, ils sont en apnée. Et quand tout d'un coup, ils peuvent respirer, putain, ça se voit. Et donc, le plus fort, finalement, parce qu'au fond, les 2-3, même si c'est eux qui ont... Justement, d'ailleurs, ça m'a beaucoup fait réfléchir à ce qui se passait là, parce que quand du coup, on parvenait à ce que se passe quelque chose d'essentiel, avec certains groupes, quasiment à tous les cours, cours après cours, avec d'autres groupes, au moins quelques fois dans l'année, un cours tout d'un coup, voilà, là, tout d'un coup, il se passe un truc. J'ai vécu des moments très très beaux. Je vais t'en citer un. C'était avec une classe, c'était au Mureau, donc c'est pas un 4, hein. Le lycée des Mureaux, je veux dire, banlieue de Cité. Et c'était en plus une classe de terminale STI génie mécanique. Donc voilà, que des mecs. Tous venant de la cité. Mais des mecs assez marrants, des mecs assez malins. On s'aimait beaucoup et d'ailleurs avec eux, j'avais aucun problème de discipline. C'était des faux avec d'autres profs, mais on avait un jeu complice. Enfin bref. Bon. Et puis vient ce moment dans l'année avancée, on se connaissait déjà, on avait vraiment établi une confiance. Et vient ce moment où j'aborde l'inconscient, la psychanalyse, la sexualité. J'étais pas encore psychanalyste d'ailleurs à cette époque-là, je crois. J'étais en train de me poser la question peut-être de le devenir, mais non, je ne devais pas être analyste. Et donc, j'en parle de sexualité, et puis je prononce le mot homosexualité. Enfin, j'évoque l'homosexualité là dans une phrase. Et à ce moment-là, tout d'un coup, levée de bouclier, tous les mecs en face commencent à dire goguenard, ouais, c'est dégueulasse, ouais, dans les PD, faudrait tous les tuer, etc. Bon, je les laisse surenchérir comme ça, avec un sourire un peu narquois. Pas dupe non plus du fait que c'est... À la fois, ils y croyaient pas. C'était aussi une manière, évidemment, de me tester. C'est-à-dire que si j'avais réagi en disant mais comment osez-vous, me vous rendez pas compte, mais et l'étoile rose, vous êtes des fascistes, c'est atroce, etc. En fait, c'est une ma gueule. Enfin, ils le faisaient. Bien sûr qu'ils étaient homophobes aussi. Il y avait une homophobie qui s'exprimait là, mais l'outrance de leur truc, c'était aussi une manière de voir finalement comment il va réagir. Bon. Donc, je les ai laissés pendant quelques minutes. Il y avait vraiment de la testostérone qui devait s'exprimer. Hein. Au fond, ils étaient aussi en train de dire, chacun en surenchérissant était en train de dire, moi je suis un mec un vrai, puisque moi aussi je le dis. Les PD, c'est dégueulasse. Et donc, au bout de quelques minutes, j'en ai dit, bon, si vous avez fini, ce que je vous propose, c'est, on va commencer par mettre en suspens ce qu'on en pense. Peut-être qu'il faut tous les tuer. On verra bien. Mais dans un premier temps, on va essayer de réfléchir et de comprendre. Et pas simplement de comprendre ce que c'est que l'homosexualité, on va juste essayer de comprendre ce que c'est que la sexualité chez l'être humain. Puis on verra bien, après. S'il faut aller casser la gueule des homos, on ira casser la gueule des homos, mais au moins, on réfléchit, d'accord ? Et, et comme on se connaissait, voilà, ils ont joué le jeu. Et donc, je me suis mis à interroger, voilà, qu'est-ce que c'est que la sexualité ? Eh ben, je sais que ça paraît dur à croire. Moi-même, je me pince encore en pensant à ce qui s'est passé. Parce qu'au bout de 10 minutes, un quart d'heure, pas plus, hein,
On a passé 2 heures, mais au bout de 10 minutes, un quart d'heure, je t'assure que c'est eux qui étaient en train de chercher dans leur propre comportement et en le disant les signes d'homosexualité latente. C'est eux qui étaient en train de dire « Ah ouais, mais putain, mais c'est vrai qu'au foot, quand on marque un but, on se met la main aux fesses et tout ça. Ah ouais, oh putain !» Et là, je me suis dit « Merde ! Putain, c'est beau ce qui peut se passer quand même parfois. » Quand tout d'un coup, on allume la lumière et... Tu leur as apporté la part de doute qui leur a permis d'avoir d'autres lunettes pour regarder leur comportement et leur vie. Ouais, et sans être insécurisé. Alors cela dit, Ouais. soyons pas naïfs, c'est pas pour autant qu'ils sont pas redevenus homophobes après. Mais quand même, peut-être pas tout à fait de la même manière. C'est ça. Et on peut se dire T'as que réussi à... peut-être que si maintenant, peut-être que si maintenant 20 ans, peut-être que le jour pour celui d'entre eux qui 20 ans après, parce que c'est un truc d'il y a 20 ans ça, peut-être que l'un d'entre eux, le jour où son fils ou sa fille est venu lui dire, tu sais, je crois qu'en fait je suis pas sûr d'être hétéro. Peut-être que quelque part dans sa réaction, il y a eu aussi de ce qui s'est passé ce jour-là. Bon, genre, va savoir. Mais en tout cas, cela dit, en même temps, ce que je constatais fortement, et ça fait partie justement, d'ailleurs, c'est aussi une manière de répondre à la question précédente que j'ai un peu éludée, c'est que justement, il y avait les quelques-uns, la petite poignée infime de ceux qui attendaient ce discours depuis toujours et qui, eux, ont parfois eu l'impression d'ailleurs, et parfois certains me l'ont dit, et ça a été très touchant à recevoir, même si finalement, en quelque sorte, c'était faux. Eux ont pu avoir l'impression que me rencontrer avait changé leur vie. Mais en fait, ils attendaient ça, donc ils l'auraient croisé à un moment ou un autre. Il se trouve que c'est passé par moi, mais disons qu'ils attendaient l'autorisation à un moment ou un autre de pouvoir partir justement sur leur propre petite barque de pirates. Bon, j'étais là à ce moment-là, c'est tout. Mais voilà, ils le cherchaient tellement avidement que sans doute ils l'auraient rencontré. Ce qui était plus cruel, et qui m'a fait beaucoup réfléchir et c'est aussi d'ailleurs pour ça sans doute que au bout d'un moment j'ai senti que c'était plus comme enseignant que je voulais agir. C'est que finalement pour les autres, même et surtout d'ailleurs quand ils goûtaient quelque chose de très fort et de très précieux dans cet espace, de la rencontre avec moi et du cours de philo, en fait ils avaient vachement besoin finalement de le clore cet espace. Pour pouvoir revenir, c'est quand même trop déstabilisant. C'est-à-dire, ils avaient besoin de pouvoir se raconter que bon, c'est super, mais bon, c'est pas la réalité, quoi. Enfin, c'est juste parce que oh, avec ce mec-là, c'est super, ou la philo, c'est super. Enfin, j'ai passé un truc là. Bon, c'est très chouette, mais c'est pas pour de vrai. Enfin, de revenir quand même à voilà. Et qu'en fait, il fallait à chaque fois aller les chercher. Ça fasse moins mal aussi, peut-être. Oui, bah bien sûr. Parce qu'en fait, évidemment, les questions que ça ouvrait, elles étaient beaucoup trop vertigineuses. Enfin, c'est soit on bascule, soit on revient quand même. Et d'ailleurs, ça c'est quand même un truc. C'est un truc que tous les gens qui sont fortement concernés par la danse, qui peuvent pas faire autrement que de chercher ça constamment, connaissent. C'est aussi pour ça que c'est si piégeux le rapport aux autres, parce que bien sûr que c'est pas des marionnettes. Bien sûr que c'est des êtres humains. Bien sûr qu'ils ont une profondeur incroyable. Et bien sûr aussi que d'ailleurs une part d'eux étouffe. Et que donc, quand on va les chercher là, quand on va les inviter à cet endroit-là, souvent ils répondent avec avidité. Et donc il y a un moment où on se rencontre pour de vrai, où on parle pour de vrai, de choses profondes, de doutes, de vertiges, de choses intimes, etc. Souvent d'ailleurs, au moment où ils sont eux-mêmes en fragilité, d'où aussi l'appétence de pas mal sur d'eux pour la dépression de l'autre, parce que c'est enfin un lieu où il va se mettre à parler. Parce qu'au fond, d'ailleurs, si nos hypothèses sont justes, la dépression, c'est d'une certaine manière un moment de douance. C'est un moment de désadhésion par rapport au récit collectif qui avait tenu l'individu jusque-là. Donc, tout d'un coup, là, il y a une rencontre. Et on se dit, ah, mais c'est merveilleux, je vais pouvoir entraîner l'autre avec moi au pays où on rêve. Et en fait, c'est ne pas voir que l'autre, il a besoin de refermer au plus vite cette brèche, même s'il s'y engouffre à un moment. Et que d'ailleurs le mouvement de rejet et de répulsion, il va être à la hauteur de l'attirance qu'il a eue. Et qu'on va se faire rejeter aussi violemment finalement, et pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que c'est la tragédie de combien d'individus qui connaissent cet écart et qui vivent éternellement la même rencontre où
L'autre commence par les encenser, par dire putain, j'adore ta fantaisie, j'adore ton imagination, j'adore ton envie, ton désir, etc. Et en fait, c'est exactement le même trait de caractère qui, quelques semaines, quelques mois plus tard, va faire que je veux plus jamais te voir parce que c'est ta folie, ton hystérie, ton obscénité, ton débordement, ton absence de limite. Berk, sors de ma vie. Et où on se retrouve en carafe. Mais c'est ça qui te plaisait aussi. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Je suis génial ou je suis un monstre? Enfin, c'est Ça fait penser à des histoires de couple, en tout cas, oui, oui. oui, voilà. Disons que, tu vois, mais finalement, c'est ma réponse à la question précédente. Non, j'ai pas fait de statistiques, mais d'où vient cette théorie des attracteurs? Elle vient de la répétition de cette expérience. C'est-à-dire que oui, il y a bien un attrait pour tout d'un coup ce qui est proposé là, mais il y a une répulsion chez la plupart qui est tout aussi vive. Donc voilà, c'est pas des stats, j'ai pas fait d'études statistiques, mais ça me semble quand même un moyen très économique, pour le coup, de décrire quand même une expérience dont tu vois, par exemple, c'est pas anodin. En t'en parlant, j'étais sûr que tu voyais par cœur de quoi je parlais. Pourtant, je te connais depuis 3 minutes, mais dans ta présentation de toi-même, j'ai quand même vu justement, tu vois, pourquoi tu allais piger. Et voilà, comme par hasard, j'étais quand même sûr de taper dans le mille. Voilà. Et je sais que pour bon nombre d'auditeurs, je vais taper dans le mille à cet endroit-là. C'est pas effectivement une preuve statistique. Mais si on prend ce phénomène-là, c'est quand même une manière très économique de l'interpréter. Je dis pas que pour autant, c'est pas forcément vrai. Les hypothèses sont peut-être fausses. Mais bon, voilà. C'est pas non plus seulement mon chapeau. Ok, merci. Au début et à la fin, ce qui est revenu, le surdoué comme un agrégateur de ce qui est dans l'air. Tu as évoqué quelque chose de cet ordre-là. Comme une sorte de personne qui arriverait à détecter ces choses et à s'amuser à ramasser les pièces et à les mettre côte à côte, alors que d'autres attendent peut-être qu'on le fasse pour eux, je ne sais pas, les typiques. Une sensibilité peut-être à oser regarder, à oser observer justement ce qui l'entoure, et peut-être des choses qui peuvent pour d'autres, pour des typiques, être difficiles, le rapport à la mort, le rapport au temps, le rapport à l'ennui, par exemple. Et je me faisais l'image d'un lapin en train de regarder les phares de la voiture, les yeux grands ouverts, justement, sans bouger, en se demandant, et tu as utilisé plusieurs fois le mot sidéré, en se demandant justement ce qu'il voyait, et pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi cette société, pourquoi cette décision, pourquoi ces gens font ces rituels, pourquoi on me demande comment je vais aujourd'hui, alors que derrière on n'écoute pas la réponse, pourquoi tout d'un coup tout le monde à la fin d'une réunion fait « bon », et c'est censé clore la réunion au lieu de dire je compte partir ou ça serait bien que vous partiez de chez moi. Voilà, il y a ce côté je suis lapin grand ouvert à regarder ce qui se passe. Évidemment, je parle de moi quand j'évoque ça aussi. Et je me disais après tout, et peut-être c'est mon parcours, quand le lapin passe son permis, finalement il n'est plus à regarder les phares de voiture, mais il est dans la voiture à essayer de mieux comprendre. Et en utilisant la philosophie comme tu l'as fait, le côté analyse, le côté mettre en perspective les choses, et puis sans doute se faire accompagner pour s'extirper de cette route où on peut être ébloui, c'est peut-être une voie justement pour en tout cas s'apaiser. Et je pense que le mot apaiser est peut-être important, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses? Enfin, tout à fait d'accord. Enfin, je veux dire, non, c'est juste peut-être sur le mot apaisement. Oui, ou alors même rendre le conflit fécond. Parce qu'après tout, c'est même pas forcément supprimer la déchirure, c'est créer à partir d'elle. Je veux dire, de cette déchirure, de ce conflit, c'est aussi là que tu vas puiser la force de faire des photos ou d'enseigner comme t'enseignes ou de, tu vois. Enfin, finalement, le désir, il s'enracine là. Le but, c'est pas forcément de parvenir à une espèce de stabilité, d'ataraxie qui serait mortifère. C'est juste de pas convulser dans la souffrance. Ouais. C'est justement, effectivement, pour pouvoir créer et sortir effectivement du schéma récurrent. Oui, mais du coup, ça a à voir avec tout ce que j'ai dit sur pourquoi je suis pas thérapeute. C'est que c'est même pas sûr que l'objectif soit de supprimer la souffrance ou même qu'il y en ait moins. La question, une vie humaine, c'est douloureux. Je veux dire, si on veut, par exemple, ne pas souffrir, commençons par ne pas aimer. Quand t'aimes quelqu'un, c'est évident que chaque trahison de cette personne, y compris la trahison ultime, le moment où elle meurt ou elle te laisse en carafe, est d'une douleur atroce. Enfin,
si tu veux pas souffrir, n'aime pas. Mais bon, tu vas souffrir autrement en fait. C'est finalement, qu'est-ce que c'est que cette idée que la souffrance serait de l'indésirable? Après, le problème, c'est qu'effectivement, si on est piégé dedans et qu'on convulse et que ça part en... Alors là, c'est horrible. Voilà. Mais du coup, de la même manière que je reçois pas... de toute façon, pour que je sois thérapeute, il faudrait que je reçoive des malades. Je reçois pas des malades. Je reçois des êtres humains qui souffrent. Mais ils souffrent parce qu'ils sont humains, pas parce qu'ils sont malades. Et donc, mon rôle, c'est pas de les aider à s'apaiser ou à supprimer leur souffrance. C'est que ça se déploie ailleurs, un endroit où c'est d'ailleurs, peut-être d'ailleurs c'est plus de la souffrance, ça s'exprime plus exactement comme ça, c'est plus le seul mot, enfin c'est autre chose. Mais d'ailleurs, il n'y a de joie vraiment intense qu'aussi très douloureuse, enfin, et réciproquement d'ailleurs. Donc utiliser effectivement cette douleur en créant quelque chose de plus grand encore qu'elle et plus grand que soi éventuellement. Tu as parlé beaucoup de musique, on sent vraiment que tu es très très féru de tout ce qui est musical. J'ai entendu aussi l'aliénation des populations, le don de soi au profit parfois de sociétés, et parfois que tu pouvais rêver peut-être d'un autre monde, un autre monde qui ferait sens, peut-être plus que celui-ci. Et puis moi, je me suis amusé avec les mots parce que tu parles d'aliénation. Mathieu nous parle d'extraterrestres, et on peut construire une alien nation, du coup, si on a envie de jouer avec les mots, l'aliénation peut devenir autre chose, une construction de gens qui verraient les choses autrement. C'était ma petite conclusion, voilà, pour essayer de rendre ça léger sur la fin. Je te remercie beaucoup, Carlos, pour ton temps, pour ta générosité, pour tout ce que tu peux nous apporter et de choses que tu as travaillé, que tu as vues et que moi, j'aurais peut-être pas l'occasion de lire ou de rencontrer. Et toutes ces expériences que tu me livres, puisque je prends ça comme ça, sont autant de choses qui me servent justement dans mon propre profil personnel et dans mon propre puzzle personnel. Et cette idée d'essayer de suivre cette conversation long terme sur les 5 heures, ça a vraiment beaucoup nourri et fait plaisir à mon cerveau pour le côté masturbation intellectuelle que tu as évoqué tout à l'heure. J'avoue que j'ai eu beaucoup de plaisir et c'était vraiment... merci beaucoup. Je vais laisser Mathieu conclure. Merci. Au revoir. Merci beaucoup, Carlos, pour cet échange riche et passionnant. Merci de ta confiance. Les liens pour accéder à ton travail sont disponibles sous cette vidéo. Merci également à Gaëtan qui a été vraiment un chef de la technique aujourd'hui pour son soutien indéfectible et son aide précieuse et aussi son esprit de synthèse. Je voudrais te remercier aussi toi d'avoir regardé cette vidéo et je t'invite, si tu veux bien, à t'abonner, à réagir dans les commentaires et n'oublie pas, la curiosité est un joli défaut. Salut!